Aujourd'hui, au tribunal, deux parents sont accusés d'avoir tué leur enfant de 7 mois, Emmanuel Haro. Le corps de ce petit garçon n'a toujours pas été retrouvé. Et nous avons de nouveaux documents judiciaires qui révèlent à quel moment les forces de l'ordre semblent croire qu'Emmanuel Haro a été tué. Rebecca et Jake Haro auraient inventé une histoire virale affirmant que Rebecca avait été agressée sur le parking d'un centre commercial et qu'Emmanuel avait été enlevé. Ils ont lancé leur appel à l'aide à la télévision, mais les détectives affirment que tout cela était un mensonge. Et tandis que Jake a été vu avec les détectives qui recherchaient les restes de son fils, Rebecca maintient sa version des faits. Comment son récit à la télévision diffère-t-il de ce que vous avez entendu en prison? C'était la même chose. Elle a dit qu'elle avait été attaquée par un ravisseur. J'ai parlé avec le journaliste qui a interviewé Rebecca Haro en prison. Ce qui l'a marqué, c'est qu'elle semble tenir bon, affirmant qu'elle était la victime d'une agression et que son fils a été enlevé. La plus grande question reste sans réponse, à savoir où se trouve Emmanuel Haro. Nous suivons l'affaire avec Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Lorsque Rebecca et Jake Haro sont apparus pour la première fois à la télévision, quelques heures après avoir affirmé que Rebecca, la mère, avait été agressée et que le jeune Emmanuel, âgé de seulement 7 mois selon eux, avait été enlevé sur le parking d'un centre commercial à Yucaipa en Californie. Ils sont apparus comme un front uni. Il est probable qu'ils aient eu peu de contacts depuis leur arrestation vendredi. Ils sont détenus dans des établissements distincts du comté de Riverside, Californie. Cette vidéo vient d'arriver de News Nation. Jake et Rebecca Haro ont comparu aujourd'hui au tribunal du comté de Riverside, Californie, en tenue de prisonniers. Ils n'ont rien dit lors de cette brève comparution. La caution pour les deux est désormais fixée à 1 million de dollars chacun. Ils sont attendus de nouveau au tribunal le 4 septembre, soit jeudi prochain. Aujourd'hui, le procureur du comté de Riverside a officiellement déposé des charges contre les Haro. Nous avons la plainte pénale qui accuse Jake et Rebecca de meurtre et d'un chef d'accusation criminel pour avoir déposé un faux rapport. Dans les documents, sous le chef d'accusation de meurtre, il est indiqué que les Haro ont tué l'enfant, identifié uniquement comme bébé Doe, à un moment donné entre le 5 août et le 14 août. Le 14, Rebecca a déclaré avoir été agressée et Emmanuel a été enlevé sur le parking de ce centre commercial à Yucaipa, en Californie. C'est cependant la première fois que nous voyons les forces de l'ordre mentionner la date du 5 août. Ce document contient aussi un paragraphe précisant qu'il s'agit d'une affaire de violence domestique présumée et que des violences antérieures pourraient servir de preuve contre les Haro. Tous deux ont été arrêtés vendredi dernier. Une équipe du Special Weapons and Tactics les a interpellés à leur domicile. Lorsque cette histoire a commencé, le couple aurait tenté de détourner l'attention d'eux, affirmant que le petit Emmanuel, âgé de 7 mois, avait été enlevé après que Rebecca ait été frappée au visage et agressée, perdant connaissance sur un parking à Yucaipa, en Californie. Voici ce qu'ils ont déclaré à KABC-TV. À la personne qui a pris notre fils, s'il vous plaît, rendez-le nous. Moi, Manson, le siège auto, et je l'ai couché en disant qu'il avait ses couches prêtes. Et quelqu'un m'a dit « Oh là, c'est tout ce dont je me souviens ». La chaîne a remarqué l'absence de larmes chez Rebecca. Les forces de l'ordre ont jugé l'histoire incohérente. Ils n'excluaient pas un acte criminel. Mais quelques jours plus tard, les deux ont été arrêtés et cette affaire est passée d'une disparition à une recherche de restes dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Dimanche, il y a eu un développement majeur. Photo de Jake debout près d'une autoroute à 35 km de chez lui en combinaison de prisonnier. Il se tient aux côtés des détectives. Et c'est vraiment tout ce que nous savons ou tout ce que les forces de l'ordre ont confirmé. Ils n'ont pas dit pourquoi ils sont allés dans cette zone et ils n'ont rien dit sur ce que Jake aurait pu leur dire depuis qu'il est en détention. De façon surprenante, le même jour, Rebecca a parlé à Brian Rocco, journaliste d'un groupe de presse du sud de la Californie. Depuis la prison, Rebecca maintient sa version, affirmant être victime d'une agression et que son fils a été enlevé. Elle veut qu'on continue de le chercher, même si les forces de l'ordre et le reste du monde disent que c'est faux. Brian Rocco, journaliste du groupe de presse du sud de la Californie, nous rejoint. Vous pouvez lire son travail sur pressenterprise.com, y compris son interview avec Rebecca Haro. Brian, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous. Comment avez-vous contacté Rebecca Haro depuis la prison?
Eh bien, c'est en fait un processus très simple dans le comté de Riverside. N'importe qui peut demander une visite avec un détenu. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'appeler la prison, de fournir un numéro d'écrou et de donner votre permis de conduire pour qu'ils puissent faire une vérification de vos antécédents. Et tant que vous n'êtes pas recherché pour un crime, vous êtes accepté. Ils ne demandent pas si vous êtes un ami, un avocat, un journaliste ou quoi que ce soit d'autre. La clé, c'est en fait d'amener le détenu à vous parler. Étiez-vous surpris quand elle a accepté de faire l'entretien? Non, pas vraiment. Les gens ont une histoire à raconter et très souvent, ils veulent que cette histoire soit entendue. Je lui ai dit que j'étais désolé qu'elle soit dans ce pétrin. Je veux dire, personne ne veut être en prison, soupçonné de meurtre. Et j'ai dit que je voulais m'assurer que sa version de l'histoire soit racontée au public. Et je lui ai demandé si je pouvais lui poser quelques questions et publier ses réponses dans le journal. Nous avons vu, depuis le jour de la disparition d'Emmanuel, ou du moins depuis que nous avons appris que cette histoire allait éclater, et elle, vous savez, était, oui, je ne sais pas si elle pleurait avec des larmes qui coulaient pas sur son visage, mais comme nous l'avons vu dans l'extrait diffusé à la télévision locale là-bas. Comment l'histoire qu'elle a racontée à la télévision se compare-t-elle à ce que vous avez entendu en prison? C'était la même chose. Elle a dit qu'elle avait été attaquée par un ravisseur. Je ne suis pas entré dans les détails parce qu'une fois qu'elle a dit que c'était un enlèvement, vous savez, je n'avais pas besoin de tout raconter. Et de toute façon, vous n'avez pas le droit d'apporter quoi que ce soit pour écrire ou enregistrer en prison. Donc, j'ai essayé de garder les choses simples. Et, vous savez, il n'y a qu'un nombre limité de choses dont je peux me souvenir. Mais Ellis est resté fidèle à ses principes. Je lui ai donné toutes les occasions de dire « Eh bien, Jake était derrière tout ça » ou « Vous savez, je suis une victime de violences domestiques ». Je lui ai donné amplement l'occasion de changer sa version des faits. Et je veux dire, j'ai déjà obtenu des aveux d'une personne qui a admis avoir tiré sur 2 adolescents dans une salle de cinéma. On m'a aussi déjà menti auparavant. Alors, on ne sait jamais sur quoi on va tomber avec ces trucs-là. Et elle semblait pleurer. Lors de l'entretien avec moi, mais encore une fois, les larmes ne coulaient pas vraiment. Nous avons tous vu l'entretien qu'elle a accordé aux médias peu après la disparition. Et c'était un pleur très contrôlé, je dirais. Je veux dire, vous savez, ce genre d'hyperventilation, presque de la même manière qu'elle parlait aux informations. Est-ce que c'était un peu le même genre d'émotion, je suppose, quand elle était en prison? Non, elle était très réservée. Elle avait la tête baissée la plupart du temps. Je veux dire, elle me regardait un peu, mais elle avait aussi la tête baissée. Elle était très maîtrisée. Mais quand je lui ai demandé, vous savez, ce qu'elle espérait qu'il se passerait, c'est là qu'elle a un peu craqué en disant, vous savez, je veux retrouver mon bébé. Je n'abandonnerai pas mon bébé. C'est à ce moment-là qu'elle était la plus émotive. Mais elle n'était ni hystérique ni défiant. Quand j'ai vu votre histoire pour la première fois, c'était à l'époque où Jake Arrow était dehors. Elle est apparue avec les détectives dans ce champ, près de l'autoroute. Quel type de communication savons-nous qu'elle a eu avec son mari depuis qu'ils ont été arrêtés? Eh bien, si le bureau du shérif fait son travail, il n'y en a absolument aucune. Je veux dire, vous ne pouvez pas avoir 2 suspects dans une affaire de meurtre ou de disparition suspecte qui communiquent entre eux. Je serais très surpris s'ils avaient eu la moindre communication depuis leur arrestation. Je veux dire, il est possible qu'il ait eu une communication indirecte, mais je doute fortement que Rebecca savait que Jake était sur le bord de cette route. Pendant que le bureau du shérif cherchait Emmanuel,
Je sais que Jake a un avocat et a donné des interviews. À ce stade, elle n'a toujours pas de représentation? Elle m'a dit avoir eu un entretien. Elle ne voulait pas me donner le nom de l'avocat. Elle a dit qu'elle voulait poser quelques questions à l'avocat avant de dire de qui il s'agissait. J'imagine qu'ils auraient des avocats séparés. C'est généralement ce qui se passe quand on a deux personnes dans ce genre de situation. Tu te souviens peut-être de l'affaire Turpin avec les 13 enfants qui avaient été maltraités et négligés et ils avaient des avocats séparés. Tu sais, c'est intéressant que tu évoques le fait de lui donner l'opportunité. Tu sais peut-être qu'elle était la victime de violences domestiques dans cette maison? Est-ce que Jake était derrière, tu sais, ce prétendu meurtre maintenant qu'il parle d'Emmanuel, que je sais qu'elle nie? Je veux dire, qu'est-ce qu'on sait sur leur mariage? Est-ce qu'elle a dit ce qu'elle ressent pour Jake? Quand je lui ai demandé « Comment est votre relation ?» Je veux dire, elle a répondu tout de suite en disant que c'est une relation merveilleuse. Aucune hésitation, elle m'a regardé droit dans les yeux, elle a répété plusieurs fois que c'est vraiment un bon père, elle a répété qu'il ne ferait jamais de mal à un bébé, même si c'est un peu problématique comme affirmation parce qu'il a une condamnation pour cruauté volontaire envers un enfant. D'après Jake, sa déclaration aux autorités à l'époque était qu'il baignait un enfant et qu'il l'a accidentellement laissé tomber sur la séparation d'un évier. Mais ce ne sont pas des blessures qui auraient pu être causées par cet événement ou bien ce n'est pas un événement qui aurait pu provoquer les blessures que ce petit enfant avait. Donc, et Jake à l'époque a accusé sa femme actuelle? Donc, oui, à moins qu'elle ne soit une excellente actrice, Rebecca croit qu'ils ont une très bonne relation. Lire le langage corporel est difficile. Et je sais que ça te met un peu sur la sellette d'une certaine manière, mais est-ce qu'il y avait une partie d'elle qui semblait crédible, tu sais, par rapport à l'histoire qu'elle raconte? Vu de l'extérieur, tout le monde, même le bureau du shérif, affirme que ce n'est pas vrai. Oui, j'ai eu une conversation avec quelqu'un et un autre journaliste et il avait en fait discuté avec un détective. Et le détective a demandé à ce journaliste, lorsque vous avez interrogé Rebecca juste après la disparition et qu'elle pleurait, est-ce que de la morve sortait de son nez? Le journaliste a répondu non. Et le détective a dit, eh bien, d'après mon expérience, si l'enfant d'une mère a disparu et qu'elle en parle, de la morve sort de son nez. Donc, je suppose que c'est ce qu'on appelle le langage corporel. Elle, vous savez, elle n'a jamais semblé hystérique. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Parce que, vous savez, il n'y a pas que les forces de l'ordre. Mais je veux dire, c'est une histoire qui fait maintenant la une des journaux nationaux. Et il semble qu'il n'y ait vraiment personne, du moins, vous savez, si on regarde les sondages sur les réseaux sociaux et, encore une fois, du côté des forces de l'ordre, personne ne croit que c'était un enlèvement tel qu'elle le décrit. Qu'est-ce qu'elle répond à cela alors qu'il ne semble pas que qui que ce soit croit ce qu'elle a à dire? Elle n'a pas vraiment répondu à cela. Oui, enfin, si on fait un sondage auprès du public, en général, personne ne la croit. Que ce soit juste ou non, je ne sais pas. Quand je parle aux gens de l'affaire, la première chose qu'ils me disent, c'est « Tu sais pourquoi elle n'était pas hystérique quand elle parlait aux médias ?» Mais les gens réagissent différemment aux choses. C'est juste difficile à concilier. J'ignore combien de temps elle a été inconsciente, si c'est le cas. Je ne sais pas combien de temps elle est restée inconsciente, mais que ce soit 1 minute,
5 minutes ou une demi-heure, il est difficile de comprendre qu'une femme puisse être assommée sur le parking d'un grand centre commercial sans que personne ne le remarque. Et maintenant, on continue d'entendre des choses, et encore une fois, on ne sait pas si elles sont vraies ou non. Les membres de la famille élargie n'avaient pas vu Emmanuel depuis longtemps. Et donc, c'est juste difficile de regarder les choses et d'adhérer à sa version des faits. Je veux dire, où est la lettre de rançon? Et c'est censé être un homme qui a volé le bébé. J'ai couvert des histoires où des gens ont volé des bébés. Ils sont entrés dans des hôpitaux et ont essayé d'arracher des bébés dans les maternités. Et c'est toujours une femme qui ressent le besoin d'avoir un bébé. Et maintenant, cette histoire concerne soi-disant un homme. C'est juste un de ces petits détails qui te font te poser des questions. Je sais que tu as aussi fait des recherches sur l'enquête en cours, ou peut-être sur son absence, tout comme les forces de l'ordre. Tu sais, ils pensent qu'il s'agit d'une affaire de meurtre qu'ils suivent. Est-ce qu'on sait pourquoi Jake était avec les détectives sur le bord de l'autoroute l'autre jour? Non, on ne sait pas. Et les gens ont fait des suppositions, ont essayé de relier les points. Ils en ont conclu que Jake a avoué et il a conduit les détectives sur ce bord de route broussailleux. Mais le bureau du shérif n'a pas confirmé si c'était le cas. Il est aussi possible que les détectives, disons, aient qu'il ait localisé son téléphone triangulé les signaux cellulaires et découvert qu'il s'était peut-être rendu à cet endroit au milieu de la nuit pendant 1 heure à un moment donné. Ce n'est que de la spéculation de ma part, mais pour moi, il est tout aussi plausible qu'ils aient fait ce genre de choses. Et puis ils ont juste dit, tu sais, Jake, on va aller dans les Badlands à Marino Valley et on veut que tu sois là pendant qu'on cherche Emmanuel. Le département du shérif a fait de grands efforts hier en fait pour dire que tout ce qu'il faisait, c'était de dire qu'il était présent. Il ne disait pas pourquoi. Et je leur ai demandé et la porte-parole n'avait pas de réponse. Elle a dit qu'elle ignorait. Donc clairement, les détectives informés ne lui ont rien révélé. Je parle juste de Jake et je repense à son arrestation en 2018. Et puis en 2023, il est actuellement en probation à cause de cet incident avec la fillette qui n'avait que 10 semaines. Je sais aussi que l'accord obtenu a suscité des critiques extérieures. Est-ce qu'on sait pourquoi? Que s'est-il passé dans cette affaire? C'est aussi arrivé en 2018 et puis il semble que l'affaire n'ait été close qu'en 2023. Ce qui, je veux dire, pendant 5 ans, ça paraît long pour que ça dure autant de temps. Je ne comprends pas pourquoi c'était si long. C'était une demande faite au juge sans consultation du bureau du procureur, contrairement à la pratique habituelle pour les accords de plaidoyer. Donc, le procureur ne nous a donné aucune information sur l'interaction entre Jake et le juge. C'est un contexte intéressant, nous ne l'avons pas encore publié, mais nous le ferons probablement lorsque les charges seront déposées. Et cela peut ou non avoir un rapport avec l'affaire, mais Jake et sa première épouse ont déposé le bilan pendant leur vie commune. Ils avaient environ 9 000 $ et devaient 107 000 $, dont une grande partie provenait des prêts étudiants de la première épouse. J'ai trouvé un document qui répertoriait toutes les dettes et parmi elles, il y avait d'environ 175 $ pour des photos de bébés. Donc, ils ne pouvaient pas ou ne voulaient pas payer cela. Il y avait beaucoup d'agences de recouvrement à leur trousse. Aussi, il y a beaucoup de désinformation qui circulent venant de blogueurs, de vlogueurs et de toute personne avec une caméra qui s'est autoproclamée pour couvrir l'affaire, mais parfois ils ont raison sur certaines choses.
Et l'une d'elles était que Jake a déposé un certain nombre de demandes d'indemnisation des travailleurs. Il en a eu environ 6 en l'espace de 6 ou 7 ans. Il a travaillé chez Walmart et dans quelques autres endroits et... Ce n'était pas seulement Jake, environ 4 autres membres de la famille avaient aussi fait des demandes d'indemnisation des travailleurs. Et presque tout le temps, c'est à cause d'un travail chez Walmart, Home Depot ou Amazon. Et C'est juste que j'avais demandé à Rebecca quelle était la profession de Jake. Et elle a demandé « Qu'est-ce qu'une profession ?» J'ai trouvé ça étrange et j'ai demandé « Que fait-il pour gagner sa vie ?» Et elle n'avait pas vraiment de réponse. a-t-elle un travail ou autre chose? Je ne sais pas. Elle a eu une demande d'indemnisation des travailleurs. Elle, même le frère décédé de Jake, quand il était encore en vie, a eu au moins une demande d'indemnisation des travailleurs. Son beau-père a eu une demande d'indemnisation des travailleurs. J'ai demandé à l'État si c'était inhabituel qu'une personne ait à 6 demandes d'indemnisation des travailleurs sur plusieurs années. Je ne sais pas ce que Jake faisait chez Walmart ou Amazon. Je suppose que c'est possible si tu travailles dans un entrepôt. Des choses peuvent arriver. Ça me paraît juste étrange. Enfin, Brian, tu as couvert de grandes affaires dans le comté de Riverside, dont l'affaire Turpin. Celle-ci, je veux dire, il semble qu'il y ait eu tellement de rebondissements depuis le début jusqu'à aujourd'hui. Et comme l'affaire continue d'évoluer, je veux dire, comment ça a été de couvrir cette histoire dans le comté de Riverside ces dernières semaines? J'étais censé être en congé vendredi, samedi et dimanche. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Pour commencer, ce n'est pas comme si j'avais travaillé jour et nuit, mais j'ai travaillé quelques heures vendredi et samedi, puis toute la journée dimanche. Et ça a été épuisant parce que toute personne avec une caméra a soi-disant couvert cette affaire. Et cela va des médias d'information professionnels aux pigistes légitimes jusqu'au simple gars du coin avec une caméra et un site web. Et il y a eu beaucoup de choses comme un mot que j'ai dû vérifier pour voir si elles étaient de vraies ou non. Quelqu'un a dit que quelqu'un s'était introduit chez les Arrows et vendait des visites de l'endroit. J'ai vérifié auprès du bureau du shérif, il s'est avéré que ce n'était pas vrai. Quelqu'un a publié une vidéo affirmant que les autorités avaient déterré la tête d'Emmanuel. Le frère de Jake était mort il y a 5 ans. Et les gens ont pratiquement condamné les Arrows pour ça. Mais en réalité, il était mort d'une overdose accidentelle de fentanyl, d'éthanol et de cocaïne. Et ça, c'est encore une fois selon le bureau du shérif, c'est ce que j'ai entendu. Quelqu'un a diffusé un faux communiqué de presse. Ce n'était pas sur un papier à en-tête officiel ou quoi que ce soit, mais c'était une image sur Facebook prétendant venir du bureau du shérif. Et ça disait que le bureau du shérif avait obtenu une vidéo et des copies de reçus d'un Home Depot. Et soi-disant, Jake et Rebecca avaient acheté des cordes et un seau. Et c'est effrayant parce que les gens qui lisent ça le prennent au pied de la lettre. Ils le prennent pour vrai. Très peu de gens, apparemment, vérifient ces choses-là. Est-ce qu'ils vont chercher si cette information est publiée ailleurs et les gens supposent simplement des choses? Une zone de loisirs d'État a publié un communiqué de presse hier en disant que non, personne n'a cherché Emmanuel ici. Oui, nous sommes ouverts. C'est juste... C'est fou, mais c'est l'époque dans laquelle on vit, où quelque chose de sensationnel, vraiment en apparence, devient encore plus sensationnel parce que les gens s'y plongent et veulent en faire partie. Oui, et c'est épuisant. Je veux dire, c'est toi sur le terrain.
Et c'est juste, même quand tu ouvres Facebook, c'est juste une personne après l'autre et certains semblent crédibles, d'autres non, avec leurs théories et ensuite des spéculations. Oui, ça a l'air épuisant, tu sais, surtout pour toi en tant que journaliste qui est vraiment en train de tout rechercher. Encore une chose avant que tu partes. Je me souviens que Rebecca, lors de son interview, a dit quelque chose comme « Pourquoi est-ce que les gens ne sont pas en train de le chercher ?» J'aurais préféré que le bureau du shérif soit dehors à sa recherche. Je me rappelle qu'avant leur arrestation, l'avocat de Jake a demandé pourquoi le bureau du shérif ne cherchait pas. Qu'ont-ils dit à ce sujet concernant le fait qu'on ne voit pas d'équipe de recherche sur le terrain comme on le ferait pour une affaire de personnes disparues? Eh bien, je veux dire, les chances qu'un bébé de 7 mois se trouve, vous savez, à un coin de rue derrière un buisson, il n'y a que très peu d'endroits où le bébé pourrait être. Et à un moment donné, je pense qu'il faut se rendre compte que s'il a été enlevé, alors il est probablement sous la garde de la personne qui l'a pris et il ne serait sans doute pas dans les environs. Et, vous savez, une fois que vous avez fouillé aussi loin que possible, il y a certainement la possibilité qu'un ravisseur ait pris le bébé puis ait changé d'avis et l'ait abandonné quelque part. Mais à un moment donné, il n'y a plus d'endroit à fouiller raisonnablement. Eh bien, Brian Rocos du Southern California News Group a rapporté qu'ils font un travail fantastique en couvrant ce qui est vraiment une histoire difficile et triste maintenant dans le comté de Riverside. Vous pouvez lire son travail sur pressenterprise.com. Merci de nous avoir rejoints sur Law and Crime. Nous vous en sommes reconnaissants. Avec plaisir. C'était On the Case de Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à Spotify. Je suis Chris Stewart. À bientôt.